On a toujours inventé des créatures étranges, des bêtes qu'on n'a parfois jamais vues de près, mais dont tout le monde a entendu parler. Souvent, c'est une façon de donner un visage à ce qui nous échappe, la chose mystérieuse qu'on a vue dans les bois, mais qu'on n'a pas réussi à identifier clairement, ou bien un cri effrayant qu'on a entendu dans la nuit, ou encore toutes ces choses vues ou entendues à un moment, sans qu'on puisse vraiment en déterminer la nature. Aujourd'hui, on appelle ça des cryptides. Le terme vient de la cryptozoologie, une discipline considérée comme pseudo-scientifique qui désigne des créatures dont l'existence est suggérée par des témoignages, des rumeurs, des traditions locales ou encore quelques éléments, quelques preuves, mais dont l'existence n'est jamais confirmée par des preuves scientifiques solides après enquête. Ces cryptides sont à la frontière entre la fiction et la réalité, parce que leur existence est parfois remise en cause par certaines personnes, mais elles ne sont jamais assez documentées pour être reconnues. Et s'il y a bien un endroit où ces histoires autour de cryptides prolifèrent, c'est bien les États-Unis. Ce pays immense est un terrain de jeu parfait pour ces monstres, des forêts impénétrables, des marais brumeux, des déserts isolés, et surtout des influences culturelles qui favorisent les différents récits autour de ces cryptides. Alors pour y voir plus clair, on va plonger dans ce bestiaire étrange à la manière d'un iceberg. Ça veut dire qu'en surface, on va d'abord commencer par les cas les plus connus. On va descendre petit à petit et on va découvrir des histoires oubliées, mais toujours passionnantes. Précaution d'usage, les créatures dont on va parler ici, je le répète, mais elles ne sont pas reconnues par la science. Ce sont des récits, des témoignages, parfois des traditions locales qui peuvent être très anciennes ou bien récentes, mais qui sont toujours difficiles à vérifier. Au-delà de leur réalité biologique, ces cryptides racontent quelque chose sur les peurs d'une époque, sur l'environnement où ils sont apparus, ou encore sur l'imaginaire collectif d'une région. Donc, franchement, pas besoin d'y croire pour s'y intéresser, ne serait-ce que sous l'angle, par exemple, des sciences humaines, eh bien, ça vaut le coup de s'y attarder. En plus, j'y vois de l'intérêt culturel sur les gens, les lieux, et les monstres qui ont pu hanter leur mémoire à une époque donnée. Il y a quelques cas évoqués dans cet iceberg qui ont déjà fait l'objet d'une vidéo dédiée, donc je vous le signalerai si jamais une vidéo est dispo. Bienvenue donc dans le premier iceberg de cette chaîne, les cryptides américains. Et c'est parti pour le niveau 1, les cryptides très médiatisés. Alors, ce sont les figures qui sont vraiment incontournables dans la cryptozoologie américaine. C'est le haut de l'iceberg, mais vous allez voir que derrière leur popularité, en général, il y a à chaque fois une histoire étrange qui est ancrée très localement et qui a justement lancé leur célébrité. Premier cryptide, le Bigfoot, originaire du Pacifique Nord-Ouest, j'en ai déjà parlé en vidéo. Impossible de commencer sans lui, le Bigfoot ou encore le Sasquatch, c'est l'incontournable cryptide qui est vraiment très présent dans la pop culture aujourd'hui. Il est à l'origine considéré comme un homme singe qui vivrait dans les forêts américaines. On dit qu'il est massif, velu, bipède et surtout insaisissable. La légende moderne se popularise en 1967 avec cette fameuse vidéo, le film Patterson-Gimlin. On y voit une silhouette humanoïde très grande qui traverse une crique et qui se retourne à un moment avant de disparaître dans les buissons. Alors vous avez peut-être déjà vu ces images qui sont cultes aujourd'hui. Par contre, ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il y a une vraie polémique autour de cette vidéo, une polémique qui dure depuis plusieurs décennies, autour notamment des droits d'exploitation de cet enregistrement, et donc des profits qui ont été générés par ce film, qui est considéré par un canular par certains témoins, qui réclament justement leur dû. Je vais pas m'étendre parce que je raconte cette affaire en détail dans sa vidéo dédiée, mais le point à retenir, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, Bigfoot, c'est vraiment devenu une marque. Il y a des fêtes foraines et des foires organisées autour aux États-Unis, il y a eu des documentaires, des produits dérivés, et c'est une créature qui est vraiment représentée sous plein d'aspects. On en a vraiment l'image en tête dès que je vous dis Bigfoot. Et pourtant, malgré les témoignages, les moulages d'empreintes qui existent et les enregistrements qui circulent, aucune preuve biologique sérieuse n'a jamais été trouvée malgré toutes les enquêtes. Pour certains, il existe, et ils continuent de le chercher. Pour d'autres, il a été créé à force de confronter plusieurs légendes. Les géants des traditions des Premières Nations, la thématique des hommes sauvages, des colons européens qu'on retrouve aussi dans d'autres cultures et qui est une légende presque millénaire, et le fantasme scientifique du XXe siècle autour de l'homme primitif qui a mené à toutes ces traques autour du Bigfoot aux États-Unis, mais par exemple également autour du Yeti en Asie, comme j'ai déjà pu vous en parler. Bref, Bigfoot, c'est culte, je devais forcément commencer par ça. Le Mossman, originaire de Virginie occidentale. Fin 1966, à Point Pleasant, plusieurs témoins parlent d'une créature vraiment très étrange. Un humanoïde avec des ailes immenses et avec des yeux rouges très brillants.
On l'appelle Mossman, traduit littéralement par homme phalène ou encore homme papillon. L'histoire raconte que quelques mois après son apparition, le Silver Bridge s'effondre et fait 46 morts. C'est un drame qui est vraiment resté dans les mémoires. Depuis, on raconte que ce Mossman serait un messager, un présage de tragédies et de catastrophes à venir. Mais cette histoire du Mossman telle qu'on la connaît, elle a surtout été façonnée par un homme, John Keel. Il est auteur, enquêteur, mais également grand romancier, très doué pour raconter de bonnes histoires. Dans son livre, il compile des témoignages, il essaye de trouver des pistes d'explication, et il va surtout publier ce livre qui devient culte. Après ça, il y a eu le film adapté qui, je trouve, a vraiment une ambiance très particulière et qui achève de faire passer le Mossman dans la pop culture, d'abord américaine, puis anglophone et mondiale avec l'apparition d'Internet. En tout cas, c'est vraiment John Keel qui fait le lien entre ce cryptide et l'effondrement du pont. Pourtant, dans les faits, aucun lien de cause à effet n'a jamais été prouvé. Malgré sa popularité, le Mossman reste insaisissable. On n'a pas d'éléments matériels, on n'a pas de photos vraiment concluantes malgré toutes les photos qui ont circulé. Je me souviens notamment de certains clichés au début des années 2000, quand je traînais sur internet, on pouvait vraiment tomber sur ces images. Et à l'époque, surtout que j'étais très jeune, on prenait pas forcément le recul face aux images qu'on regardait, on se demandait pas forcément d'où est-ce qu'elles venaient. Et c'est vraiment devenu un cryptide dont la présence se ferait rare, mais uniquement pour annoncer de grandes catastrophes. Ça, c'est vraiment le socle qui le définit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce type d'apparition dans beaucoup de cultures. Des entités ailées, qui seraient annonciatrices de catastrophes, qui seraient des espèces d'intermédiaires entre le monde des vivants et un autre monde spirituel. Le Mossman en serait donc un archétype moderne pour essayer de cristalliser ces drames, justement. En tout cas, c'est ce qu'avancent ceux qui se sont intéressés à sa portée psychosociale. Et si toute l'histoire du Mossman vous intéresse, je vous renvoie vers la vidéo des collègues de culture qui ont déjà dédié une vidéo complète. Le Jersey Devil du New Jersey, j'en ai déjà parlé en vidéo. Dans les forêts des Pine Barrens, au sud du New Jersey, on raconte qu'une créature ailée rôde depuis plus de 2 siècles. Elle aurait une tête de cheval ou bien de chèvre en fonction des versions, des ailes de chauve-souris, des sabots fourchus et pousserait un cri strident à vous glacer le sang. On l'appelle le Jersey Devil. Aujourd'hui, sur internet, vous pouvez trouver des tas de photos qui présenterait supposément la créature, des tas de montages, disons-le, mais selon la légende au XVIIIe siècle, une femme surnommée Mother Leeds aurait maudit son 13e enfant, qui se serait transformé sous ses yeux en monstre avant de s'envoler par la cheminée. Depuis, la créature hanterait les bois, elle apparaîtrait parfois à la lisière d'un chemin ou encore sur des toits enneigés l'hiver. Mais l'histoire se répand vraiment à partir de 1909, puisqu'il y a une vague d'observations dans tout l'État qui fait les gros titres. Après enquête, plusieurs éléments indiquent qu'il y aurait plutôt eu une espèce de manipulation médiatique orchestrée par un certain Norman Jeffries, promoteur d'un musée forain, qui aurait monté plusieurs canulars pour attirer les touristes et faire parler de lui. Mais l'info devient virale et le mythe s'installe. Et malgré les doutes, malgré les aveux de canulars, le Jersey Devil continue d'apparaître dans les forêts, en tout cas dans l'imaginaire. Il a donné son nom à une équipe de hockey, il a inspiré un épisode de X-Files et il s'est vraiment ancré dans la culture populaire. J'ai également retracé sa possible origine beaucoup plus ancienne et liée à une histoire politique dans ma vidéo dédiée au Jersey Devil si vous voulez aller un petit peu plus loin. Le Chupacabra, Porto Rico et États-Unis. Le chupacabra, ça veut littéralement dire suceur de chèvre. À la base, c'est une rumeur qui vient de Porto Rico dans les années 90. Des éleveurs disent avoir retrouvé leurs animaux morts, vidés de leur sang, sans aucune trace de lutte. Forcément, ça fait flipper. On se met à parler d'une créature bizarre, avec des yeux noirs, des pics dans le dos, et une tête un petit peu reptilienne. Très vite, tout le monde l'appelle le chupacabra. Sauf que la toute première description du monstre ressemble énormément à un personnage du film Species qui venait de sortir au cinéma. Et la personne qui a donné cette description venait justement de voir le film la veille. Résultat, les enquêteurs se disent d'accord, on a le témoignage, mais est-ce qu'il aurait pu être un peu altéré, en tout cas dans la description de la créature, par rapport au film que le témoin avait vu la veille? Ça peut paraître ridicule dit comme ça, aujourd'hui on est abreuvé d'images, mais dites-vous bien qu'à l'époque, et surtout sur des films un peu d'horreur ou fantastiques, on n'avait pas l'habitude de voir ce genre d'images qui pouvaient vraiment rester en mémoire pendant longtemps et qui pouvaient vraiment nous marquer. Même dans les années 90, ça au final. Et puis cette rumeur, elle arrive aux États-Unis parce que plusieurs éleveurs font également remonter la même chose. Quelque chose s'en prend à leur bétail. Et là, dans les témoignages, on va dire qu'il ressemble à un espèce de chien très maigre, sans poils, avec des yeux blancs.
Il y a des témoins qui rapportent l'avoir vu, qui le décrivent, certains retrouvent même des corps, et en fait à chaque fois qu'on les analyse, ces corps, on remarque que ce sont des coyotes qui sont porteurs de la gale. Et à Porto Rico, quand les premières rumeurs apparaissent en 1995, il faut se dire que le climat est tendu. Il y a une forte présence militaire américaine sur l'île, il y a des expérimentations médicales qui sont mal comprises et qui sont rapportées dans la presse, et il y a même des histoires de singes échappés de laboratoire qui sont mentionnées dans des rapports, et qui pourraient avoir été confondus avec la créature, selon les enquêtes faites à l'époque. Et justement, dans les rumeurs qui circulent, certains disent que ça pourrait être des créatures issues d'expériences militaires qui se seraient échappées. L'anthropologue Lauren Derby résume très bien le climat à l'époque. Pour beaucoup, le chupacabra, c'est un manimal, un mutant mi-organique, mi-artificiel, technologique, fabriqué par le département de la Défense. On serait presque dans un scénario à la Terminator, mais je trouve ça intéressant, cette idée de manimal qui, au final, pourrait un peu correspondre à l'époque à laquelle on vit, avec toutes les avancées technologiques qu'on connaît. Le Wendigo dans les forêts du nord-est canadien et des Grands Lacs. Et du Canada, il s'est également propagé à certains États des États-Unis. Alors pour le Wendigo, vous avez peut-être déjà vu cette représentation. En fait, à l'origine, c'est un mythe qui prend racine dans les cultures algonquines des peuples des Premières Nations. Pour eux, à l'origine, c'est un esprit de la nature qui est lié à l'hiver, à la faim et à l'isolement. Et surtout, ce qui est très tabou, au cannibalisme. On raconte qu'un humain qui serait complètement désespéré, qui serait en train de lutter pour sa survie et qui serait vraiment poussé dans ses derniers retranchements, pourrait en devenir un. Pas forcément avec des cornes et des griffes comme dans les jeux vidéo, mais en fait ce serait simplement son humanité qui serait complètement annihilée. Il deviendrait un prédateur hanté par une faim qui ne s'arrête jamais, qui serait insatiable, mais il ne va pas forcément changer physiquement. En fait, le Wendigo, pour eux, c'est une allégorie. Il incarne l'avidité, la transgression et le basculement. On a des cas dits historiques de Wendigo, comme Swift Runner ou encore Jack Fiddler. Ce sont des affaires controversées dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo complète si ça vous intéresse, mais à mesure que le Wendigo s'est propagé à d'autres cultures, eh bien sa figure a été réinterprétée. On en a fait une représentation visuelle marquante dans la pop culture, et même si son apparence, effectivement, je l'aime beaucoup, il faut se rappeler quand même qu'elle a été souvent vidée de son sens, qui à l'origine représente la peur de perdre notre humanité dans des conditions naturelles extrêmes où notre survie est en jeu, conditions extrêmes auxquelles étaient confrontées les Premières Nations à l'époque, ce qui explique en fait que ce mythe a pu naître chez eux. Je résume, j'ai simplifié, mais évidemment, pour les nuances culturelles, je vous renvoie à ma vidéo complète. Le Thunderbird dans le Wisconsin. Dans le nord du Wisconsin en 1880, des trappeurs témoignent. Ils ont entendu un bruit sourd, presque comme un coup de tonnerre venu de nulle part, juste avant qu'un éclair ne frappe sans nuage. Pour eux, c'est vraiment très étrange, mais pour les anciens du coin, il n'y a pas de mystère. C'était le Thunderbird. Dans beaucoup de cultures autochtones d'Amérique du Nord, eh bien, le Thunderbird, c'est un être sacré, un esprit du ciel, capable de déclencher les orages rien qu'en battant des ailes. Il vit très loin des hommes dans les hauteurs, dans les montagnes, ou même, dit-on, au-dessus des nuages. Et quand il passe, eh bien ça a du sens pour eux, c'est soit un avertissement, soit parfois pour faire régner une espèce de justice cosmique. Sauf que vous vous en doutez, si je vous parle de lui en tant que cryptide, eh bien ce récit-là, il a peu à peu été transformé et remplacé par un autre, un peu plus sensationnel. On commence à parler d'un oiseau géant aperçu au-dessus du désert, et qui aurait même été abattu par des cow-boys. Et il y a une image qui va circuler, encore aujourd'hui, celle d'un oiseau immense, cloué à une grange. La photo, elle a été publiée, republiée, retouchée, sauf qu'en réalité, eh bien, elle est fausse. C'est un photomontage, un très vieux canular, auquel beaucoup continuent d'y croire. Il faut se dire que visuellement, elle est originale, et puis elle a un petit côté captivant, je trouve. En tout cas, avec ce cryptide, on a glissé du sacré vers le spectaculaire, puisque c'est devenu une espèce de ptérodactyle qui aurait survécu à notre époque. Et avec le Thunderbird, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un bel exemple de l'évolution du folklore, l'évolution d'une culture locale, symbolique, qui devient un cryptide que certains ont vraiment voulu traquer. Le Skinwalker, territoire Navajo, Utah. Le Skinwalker, à la base, c'est un humain. Un sorcier qui a brisé un interdit majeur dans la tradition Navajo, celui de nuire à la communauté pour obtenir des pouvoirs. Une fois ces pouvoirs obtenus, le Skinwalker peut prendre l'apparence d'un animal, souvent un loup, un coyote ou encore un hibou, et il devient autre chose. Une présence dangereuse, rejetée, mais également très crainte. Chez les Navajos, on évite d'en parler. Le mot même est tabou. On ne prononce pas ce mot, un peu comme Voldemort. Parce que en parler,
L'évoquer, c'est déjà le faire exister. C'est un mythe qui est vivant, qui a une fonction sociale et qui est lié à des règles spirituelles très précises. D'un point de vue anthropologique, le skinwalker, c'est une figure de désordre moral. C'est ce qui arrive quand quelqu'un rompt le lien collectif et choisit de s'accaparer un pouvoir pour régner de manière solitaire au détriment de l'équilibre du groupe. Dans beaucoup de traditions chamaniques, le savoir magique est lié à la guérison et à la méditation. Eh bien, le skinwalker, c'est vraiment l'inverse. C'est un anti-chaman. Il utilise son savoir pour manipuler, pour blesser et pour dominer les autres. Et cette figure, on la retrouve ailleurs sous d'autres noms, dans certaines cultures africaines, ou encore sud-américaines, et même sibériennes. On a des récits de chamans qui sont dévoyés, qui ont perdu leur équilibre et qui deviennent en quelque sorte des prédateurs spirituels, des monstres. Aujourd'hui, on range parfois le skinwalker dans la catégorie des cryptides, justement pour sa capacité dans les récits à prendre une forme animale réelle, pour certains, mais qui demeure justement insaisissable. C'est un peu le cryptide parfait, qui pourrait prendre n'importe quelle forme, et qui nous guetterait toujours, tapis dans l'ombre, simplement pour s'en prendre à nous. Le skunk ape en Floride. Alors le skunk ape, c'est un peu le Bigfoot des marais de Floride, et sa particularité, c'est justement qu'il pue. Mais vraiment, il pue à mort. Les témoins parlent d'une odeur de moisi qui serait mélangée à de l'humidité et du soufre. Bon app si vous êtes en train de manger. On raconte qu'il hante les Everglades depuis les années 60. En 2000, on a une photo anonyme qui est envoyée à la police et qui va relancer la légende autour de ce cryptide. Certains disent que ça pourrait être un singe qui se serait peut-être échappé d'un zoo illégal, ce qui n'est pas impossible vu les malheureuses histoires de trafic dans le coin, mais d'autres parlent surtout de ce cryptide dont les récits circulent depuis des décennies. Jusqu'à aujourd'hui, aucun élément n'a permis de confirmer l'existence de ce skunk ape, mais la légende continue de circuler. Le démon de Dover dans le Massachusetts. Alors, j'en ai déjà parlé en vidéo, on est en avril 1977, à Dover dans le Massachusetts. Il y a 3 groupes d'adolescents, 3 groupes différents, et indépendants les uns des autres, qui affirment avoir vu une créature très étrange sur les routes de cette petite ville. Ils décrivent une silhouette humanoïde, de petite taille, sans poils, avec une peau pâle, une tête anormalement grosse, des yeux brillants, sauf qu'aucun détail au niveau de son visage n'est clairement identifiable. Les descriptions sont proches, les croquis concordent, et les témoins n'ont pas échangé entre eux avant leur déposition. La presse locale s'intéresse rapidement à ce cas. Au début, l'animal ne correspond à rien de connu. Plusieurs hypothèses sont discutées. On envisage d'abord un singe qui se serait échappé de quelque part, ou même un orang-outan qui aurait pu être malade. Et ces hypothèses sont discutées parce qu'il y a un zoo dans la région à cette époque. Mais tous les récits y passent, et d'autres parlent même d'un extraterrestre. Et ce qui est intéressant avec ce cryptide, comparé en tout cas à la majorité, c'est qu'on n'a absolument pas d'antécédent. Il apparaît juste pendant 2 nuits en avril 1977, et il disparaît comme il est venu. Plus tard, on va l'appeler le démon de Dover, et il reste à ce jour un cas vraiment très isolé, considéré comme inexpliqué faute d'informations supplémentaires. Ce cryptide, c'est donc une anomalie, pas parce que cette affaire est inexplicable, par nature, mais tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'informations dessus pour lever le mystère sans doute raisonnable. Le Loveland Frogman dans l'Ohio. Une créature amphibienne, bipède, haute d'environ 1 mètre, son corps est visqueux, ses yeux sont globuleux, et parfois, selon certains témoins, la créature tiendrait un étrange objet métallique lumineux qui ressemble à une baguette. Alors je voulais conclure ce niveau avec ce cryptide parce qu'on dirait une mauvaise blague, mais c'est vraiment très sérieux, aussi improbable que ça puisse paraître. Voici donc le Loveland Frogman, ou l'homme grenouille de Loveland, apparu pour la première fois dans les récits locaux dès les années 50, sur les rives de la rivière Little Miami dans l'Ohio. Mais c'est surtout en 1972 que la légende prend une tournure un peu plus concrète, ou en tout cas un peu plus troublante. Cette année-là, 2 policiers différents affirment avoir vu la créature à quelques semaines d'intervalle, à chaque fois près d'un petit pont routier. L'un d'eux, Mark Matthews, dit même qu'il aurait ouvert le feu sur la créature. À l'époque, les rapports sont officiels, les témoins considérés comme crédibles, ce qui fait que la rumeur va très vite se répandre. Quelques années plus tard, Matthews revient sur sa déclaration, il explique que, bon, en vrai, c'était peut-être un iguane géant sans queue. En tout cas, depuis, Loveland a vraiment adopté son cryptide. La ville en a fait une mascotte locale, et il a même eu le droit à son adaptation en long métrage récemment, un fan footage honnêtement
pas incroyable que Pierre de la Caverne de Pierre m'a fait découvrir et qui reprend les codes un peu éculés du genre du fan footage, hein, sans forcément en rajouter du neuf. Mais bon, voilà, l'homme grenouille continue sa petite notoriété de cryptide dans la culture populaire, et j'aime vraiment ce côté, c'est un cas à la fois pris très au sérieux, et en même temps dans la description, bon c'est littéralement une grenouille géante avec une espèce de baguette magique quoi. On passe maintenant au niveau 2. Là, on descend un cran sous la surface, on va parler de créatures un peu moins connues à l'international, mais en tout cas dans leur région, elles sont légendaires, un peu comme par exemple le Tarasque en Provence, pour un exemple français. Momo dans le Missouri. Alors, on l'appelle justement Momo pour Missouri Monster, le monstre du Missouri, hein, littéralement. Il apparaît à l'été 1972 dans la petite ville de Louisiana, au bord du Mississippi. On raconte qu'il ressemblerait à un Bigfoot, sauf qu'il aurait une tête ronde comme une citrouille, 2 yeux globuleux et un pelage si épais qu'on ne distingue même pas ses bras. Un jour de juillet, 2 enfants aperçoivent la créature au sommet d'une colline. Elle tient, selon eux, ce qui ressemble à une carcasse de chien, et l'odeur est à vomir. Ils sont effrayés, leur père débarque pour voir ce qu'il se passe, mais la chose disparaît dans les bois. Ensuite, d'autres habitants disent avoir vu une silhouette un peu étrange rôder près des habitations. En tout cas, il y a assez de signalements pour que la police décide de mener des recherches dans la forêt. Ils font vraiment un grand tour, sauf qu'ils ne retrouvent rien. D'ailleurs, du côté des disparitions, il n'y a rien à signaler, donc petit à petit, l'affaire se tarit par elle-même. Alors, est-ce que c'était un canular, un animal mal identifié? Difficile à dire. En tout cas, depuis, Momo est devenu une véritable célébrité locale. Le Snallygaster dans le Maryland. Près de la ville de Frederick, dans le Maryland, au niveau de ces collines assez brumeuses, il y a des anciens qui assurent qu'une bête ailée rôde depuis plus de 2 siècles. Les témoignages se passent de génération en génération. Cette créature, on l'appelle Snallygaster, un nom aussi étrange que sa description, puisque la créature serait mi-oiseau, mi-reptile, absolument énorme, avec des crocs acérés, un bec en métal, et parfois même des tentacules. Les premiers à en parler sont des colons allemands au XVIIIe siècle. Pour eux, c'était une créature démoniaque dont le rôle était de punir les péchés des hommes. À ce moment-là, la créature, c'est un espèce de mix entre un griffon de l'époque médiévale et le basilic. Et après ça, plus personne n'en parle jusqu'à ce que l'histoire revienne dans des journaux. Les articles disent que des témoins jurent avoir vu la chose voler au-dessus des bois, capturer des bêtes et même aspirer le sang de ses victimes. Mais selon certains historiens, lorsque ces nouveaux témoignages apparaissent autour du cryptide au début du XXe siècle, ce sont surtout des articles qui sont faits dans des journaux à sensation pour justement essayer de vendre des journaux avec des histoires sensationnelles. Donc on a une ancienne trace historique, puis ensuite des récits possiblement inventés pour faire revivre la créature, et quoi qu'on en dise, je trouve que ces représentations en jettent vraiment. Il a été récupéré dans la fiction. Donc même si ce cryptide n'est pas super connu, en tout cas il continue de vivre dans le folklore moderne. Le Michigan Dogman, originaire donc du Michigan. Il se tient debout comme un homme, mais il a une tête de chien. Des grands yeux qui brillent dans le noir, il est massif, il a d'énormes griffes. Le Dogman, littéralement l'homme-chien, hante les forêts du Michigan depuis des générations. En tout cas, c'est ce que disent les rumeurs. Mais c'est dans les années 80 que l'histoire prend vraiment une tournure étrange. Un animateur d'une radio locale à Traverse City compose une chanson pour Halloween. The Legend, c'est une ballade un petit peu kitsch qui raconte les apparitions d'une créature mi-homme, mi-loup. En faisant ça, il pense faire un petit canular, hein, sans prétention, sauf qu'après la diffusion, eh bien, il y a de plus en plus d'appels auprès de la radio. Certains disent même que leur rencontre avec la créature date de bien avant cette émission et que là, ils peuvent enfin mettre des mots sur ce qu'ils ont vu. À partir de là, tout s'emballe. On a des récits anciens qui refont surface, qui datent parfois des années 50, voire des années 30, et les récits racontent toujours la même chose. On a une créature bipède d'environ 2 mètres qui a été observée dans les bois au nord du Michigan. Souvent au niveau de routes assez désertes ou bien de clairières un petit peu reculées, mais où des témoins à chaque fois passaient et ont pu rapporter ces récits. Et le détail qui revient le plus souvent, c'est son cri. Un hurlement aigu, presque humain, un peu trop humain justement. Un peu comme si quelque chose, une créature, essayait d'imiter une voix humaine. Alors certains y voient une légende urbaine qui a été recyclée, d'autres pensent que c'est une rumeur qui s'est propagée à partir d'un canular lancé par la radio.
En tout cas, pour ceux qui disent l'avoir croisé, il n'y a pas de doute, ce n'était ni un loup, ni un homme, et ce n'était certainement pas une histoire qu'ils auraient inventée. Pour eux, le Michigan Dogman serait une espèce de créature très ancienne qui rôderait au fond de ces bois, et il y aurait beaucoup plus à dire sur le Dogman, parce qu'il est très discuté aujourd'hui, notamment dans le monde francophone, mais je me dis que ça mériterait une vraie vidéo dédiée à l'avenir, parce que là, je vous ai présenté son cas rapidement, mais franchement, là, il y a vraiment matière. Le Pop Leak Monster, dans le Kentucky. J'en ai déjà parlé en vidéo. Alors, dans le Kentucky, près de Louisville, il y a un vieux pont ferroviaire qui est rouillé et qui surplombe une gorge boisée. Ce pont ne mène nulle part, mais certains s'y aventurent, attirés par une légende. On l'appelle le Pop Leak Monster. Ce serait un cryptide mi-homme mi-bouc, avec des sabots, un regard absolument terrifiant, et il pousserait ses victimes à grimper sur le pont pour mieux les conduire à une mort certaine. Ce qu'on raconte, c'est qu'il hypnotise, qu'il murmure à l'oreille des promeneurs pour les faire trébucher, ou bien pour les pousser à s'avancer sur les rails juste avant l'arrivée d'un train. Et malheureusement, la réalité rattrape la légende puisque plusieurs accidents mortels ont réellement eu lieu sur ce pont. Des adolescents, des amateurs d'urbex, parfois même des promeneurs qui venaient voir le monstre par curiosité. On est donc face à un cas très fortéen, néologisme venu de Charles Fort. C'est une créature imaginaire qui ne peut donc pas tuer elle-même, mais la croyance semble en tout cas provoquer des morts bien réelles pour les cas où les victimes étaient venues par rapport à la légende. Certains en parlent dès les années 70, d'autres affirment qu'elle remonte aux années 30 et qu'elle aurait été alimentée par des récits de colons ou bien de pionniers complètement effrayés. Le folkloriste Barry Pearson note même que ce Gothman, qui est un dérivé du cryptide le Gothman du Maryland, serait déjà lié à des récits des Premières Nations et ce serait une créature métamorphe comme il en existe plusieurs dans certaines croyances. Il explique que si on remonte vraiment les origines de ce cryptide, il pourrait s'agir de Oki, une créature vengeresse qui était un berger revenu sous la forme d'un esprit maléfique pour se venger des enfants qui ont tué ses chèvres. Sa figure aurait donc évolué jusqu'à devenir le Pop Leak Monster. La bête de Bray Road dans le Wisconsin, et j'en ai déjà parlé en vidéo. En 1936, sur une route de campagne, un homme voit pour la première fois cette silhouette vraiment très étrange. Il la décrit comme une créature énorme, poilue, bipède, et ce n'est que le début. Dans les années 80 et 90 à Elkhorn, dans l'état du Wisconsin, les témoignages se répandent vraiment énormément. Plusieurs habitants rapportent avoir vu cette même bête décrite près des bois ou encore au bord de la route. Ce serait une créature qui mesurerait entre 1,20 m et 2 m de haut, ça fait quand même pas mal de différence. Elle aurait les yeux brillants, un pelage brun ou gris, elle serait parfois accroupie et parfois dressée debout comme un homme. Mais le plus effrayant, c'est que la créature aurait une tête de loup. On commence alors, avec les rumeurs, à parler d'un loup-garou moderne. Face à l'ampleur de cette affaire, une journaliste locale décide de s'y intéresser. Elle pensait au départ que c'était simplement une rumeur rurale, mais selon elle, les témoignages se recoupent. Elle va publier plusieurs articles, et puis un livre entier dédié à la bête, et c'est vraiment elle qui popularise le nom de cette créature. Il y en a d'autres qui racontent que la bête a poursuivi leur voiture, d'autres qui expliquent que la bête les a observés en silence, mais elle n'a jamais blessé qui que ce soit. La bête fait peur, mais c'est un peu comme si elle fuyait les êtres humains dès qu'elle était repérée. Alors, qu'est-ce que c'était? Les hypothèses vont dans un peu tous les sens, on parle d'un gros chien errant, d'un loup qui aurait été croisé avec autre chose, ou encore d'une espèce oubliée qui aurait pu survivre. Ce qui est en tout cas certain, c'est que la bête de Bray Road est devenue une figure vraiment centrale de la cryptozoologie américaine. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens en parlent, dont moi sur internet, et du reste, il n'y a aucune preuve physique, pas de poils, pas de photos claires, rien, mais on a quand même une série de témoignages avec des gens qui n'ont jamais eu de réponse définitive, et à Elkhorn, encore aujourd'hui, on vous dira que la bête rôde peut-être encore dans les bois, ou en tout cas dans les mémoires. Le Honey Island Swamp Monster en Louisiane. Bienvenue dans le Honey Island Swamp, il y fait moite, les moustiques sont affamés. C'est là-dedans que se trouverait une créature poilue, bipède, avec là aussi des yeux qui brilleraient dans la nuit, et surtout, un peu comme le skunk ape, elle dégagerait une odeur à vous retourner l'estomac. L'histoire commence en 1963,
Harlan Ford, un ancien contrôleur aérien amateur de sorties nature, raconte qu'il a vu un grand humanoïde poilu qui était en train de marcher dans les eaux peu profondes. Il revient avec des empreintes étranges à 3 orteils qu'il moule dans le plâtre. Et très vite, le monstre prend racine dans l'imaginaire local. Il ressemblerait à une sorte de Bigfoot marécageux, version cajun. Mais ces fameuses preuves, ces empreintes qu'il ramène, eh bien elles posent problème. Il n'a que 3 orteils, et ça c'est un détail qui fait forcément tiquer les gens qui s'intéressent à l'affaire, parce que cette empreinte ne renvoie à aucun primate connu. Certains y voient un canular bien ficelé, d'autres une mauvaise interprétation d'empreintes d'alligator ou encore de sanglier. En tout cas, Harlan Ford, en plus des empreintes, a filmé ce qu'il prétendait être la créature dans les années 70. Canular, erreur d'interprétation, bien sûr, les hypothèses ne manquent pas. La vidéo est floue, mais suffisamment bizarre pour nourrir la légende. Et encore aujourd'hui, au cœur du bayou, cette histoire permet un peu de faire vivre le folklore local. Le rougarou. Alors on reste encore dans les bayous de Louisiane pour le rougarou. C'est une créature à tête de loup, corps d'homme, qui rôde la nuit et qui punit ceux qui auraient fauté. Et cocorico, vous l'avez peut-être deviné, son nom vient du français loup-garou, mais ici, il a pris une tournure bien locale, une tournure cajun. Le rougarou serait donc littéralement un homme transformé en bête parce qu'il aurait transgressé un interdit, et cet interdit, il change en fonction des variations de la légende. En tout cas, après ça, selon la légende, le rougarou est condamné à errer pendant 101 jours et à transmettre sa malédiction à celui qui croise son regard, à moins qu'il ne soit éliminé. J'aime beaucoup ce cryptide parce qu'on a une super plongée dans le folklore cajun. En fonction des versions, par exemple, on dit qu'on peut briser le sort si on garde son secret pendant 1 an et 1 jour. Dans d'autres, c'est impossible de lever la malédiction parce qu'à l'origine, le rougarou aurait fait un pacte avec le diable et c'est de là que viendrait cette malédiction. Bref, ce cryptide s'inscrit dans les pures traditions des folklores et légendes locales d'autrefois. Mais derrière la légende, on sent aussi justement qu'elle se passait pour donner des règles de vie en communauté. Parce qu'elle parle du respect de la famille et des règles sociales en vigueur, au risque, sinon, d'être banni comme le rougarou. C'est un récit qui est vraiment fait pour être raconté par exemple quand on se rassemble en hiver, vous savez, un peu à l'ancienne autour d'une cheminée, etc. Et il vient à l'origine d'une forme de christianisme rural qui s'est mêlé avec un folklore superstitieux. On a un mix entre la culture française et la culture cajun. Les Melon Heads dans l'Ohio. Dans les forêts du nord de l'Ohio, et parfois jusque dans le Michigan, certains automobilistes témoignent. Ils ont aperçu de petits humanoïdes courir à la lisière de la forêt. Mais un détail relie absolument tous leurs témoignages, la tête de ces humanoïdes était anormalement grosse, déformée, un peu comme des melons ou bien des ballons remplis d'eau. D'où leur nom donc, Melon Heads. Ils sont décrits comme des enfants difformes et plusieurs légendes se sont formées autour d'eux. Dans une version, ce seraient des enfants victimes d'expériences médicales, élevés dans un asile et soumis aux expériences d'un savant fou. Ils auraient finalement réussi à s'échapper dans les bois et depuis ils vivraient en autarcie. Dans une autre version, un peu plus terre-à-terre, ce seraient des enfants abandonnés, mal formés de naissance, rejetés par la société et devenus sauvages. Cette histoire vient vraiment nourrir l'imaginaire du coin depuis les années 70, dès qu'on va entendre des bruits de pas dans les feuilles à l'extérieur, des bruits étranges la nuit. Il n'en faut pas plus en fait pour que la légende s'installe durablement. Mais là aussi, pour ceux qui ont cherché, rien de concret n'atteste une forme de réalité derrière cette légende et derrière ce cryptide, au final très humain. Et la légende continue, peut-être parce qu'elle cristallise une espèce de peur viscérale de l'anormalité, la peur d'être mis à la marge et de ce qui pourrait se passer si jamais ça arrivait. En tout cas, dans l'imaginaire de l'Ohio, les Melon Heads rôdent toujours là dehors lorsqu'on fait quelques sorties nocturnes un peu éloigné. Les Dark Watchers en Californie, et j'en ai déjà fait une vidéo. Dans les montagnes de Santa Lucia en Californie, où il y a beaucoup de brume, des promeneurs rapportent la même apparition depuis des décennies. Ils voient de grandes silhouettes sombres, immobiles, qui ont l'air d'être drapées d'une cape, et qui sont surtout perchées sur les crêtes au coucher du soleil. On les appelle les Dark Watchers. Ces figures ont l'air d'observer, mais elles disparaissent dès qu'on tente de s'approcher. On pourrait littéralement traduire le terme par veilleur de l'ombre, et ils seraient connus localement depuis très longtemps. Mais le plus étrange quand même, c'est que les témoignages, ils se ressemblent tous. Souvent, les témoins ont l'impression d'être observés, et ils voient,
véritablement une forme noire immobile, souvent très grande, et ils sont partagés entre un sentiment de malaise et de fascination. Et à chaque fois, quand ils essayent de s'approcher, eh bien, ils n'arrivent pas à atteindre ces fameuses figures qui les observent. J'adore ce cas, je trouve ça amusant qu'il soit considéré comme un cryptide. On a plusieurs pistes d'explication qui sont avancées, des hallucinations liées à la fatigue qui sont peut-être un peu trop simplistes, mais il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle du spectre de Broken. En fait, c'est un phénomène atmosphérique où l'ombre d'un randonneur va être projetée de manière démesurée, notamment dans des environnements brumeux. Ça va créer cette illusion plutôt impressionnante, disons-le. Donc il y a des hypothèses qui disent que ça aurait pu être cette erreur de perception qui aurait pu, à force de récits et de légendes locales, surtout sur des siècles et des siècles, donner naissance à l'un des cryptides les plus mystérieux du folklore américain, cette silhouette noire qui n'a pas de visage, qui ne parle pas, mais qui est là, immobile, à nous regarder. Le Ozark Howler dans l'Arkansas. Dans les forêts des monts Ozark, entre l'Arkansas, le Missouri et l'Oklahoma, des témoins rapportent qu'ils ont entendu des hurlements très stridents, gutturaux et inhumains. D'autres auraient vu une créature énorme, noire, aux yeux rouges, décrite parfois comme un félin avec des cornes ou bien comme un ours démoniaque. On l'appelle l'Ozark Howler, le hurleur des Ozarks. Les premières mentions modernes remontent aux années 90, mais la légende aurait circulé par tradition orale depuis beaucoup plus longtemps dans les communautés rurales, notamment chez les pionniers et les chasseurs, et les témoins rapportaient surtout ce cas pour avertir des dangers de la forêt. Ce qui rend ce cryptide unique, c'est que les apparitions sont rares. On le voit très peu, mais on l'entend souvent. Récemment, en 2015, un blog reçoit plein de témoignages à son sujet, mais un journaliste découvre que plusieurs de ces témoignages proviennent en fait d'un canular organisé par un étudiant. Ça ne m'étonne pas que des petits malins essayent justement de jouer des farces avec la thématique des cryptides, ça s'y prête très bien. En tout cas, la légende continue encore aujourd'hui, et ça reste un bon exemple de cryptide qu'on entend plus qu'on ne représente visuellement ou qu'on ne verrait. Le Champ à la frontière du Vermont et de l'État de New York. Il aurait été observé sur les rives du lac Champlain. Il est surnommé Champ et c'est l'un des cryptides aquatiques les plus célèbres d'Amérique du Nord. C'est un peu une sorte de Nessie du Loch Ness américain. Le premier témoignage remonterait à 1819 quand un capitaine aurait vu une créature de plus de 20 mètres de long, noire, bosselée, qui ondulait à la surface. Depuis, les apparitions se sont multipliées. Les pêcheurs, les plaisanciers, les campeurs ou encore des photographes amateurs, tous racontent qu'ils ont vu une espèce de forme serpentine dans le lac qui pourrait être associée au cryptide. Dans les années 70, on a même une photo prise par Sandra Mansi qui relance l'affaire. On y voit une silhouette sombre dans l'eau, une espèce de cou dressé, et pour beaucoup, c'est la preuve ultime. Bon, pour d'autres, c'est peut-être juste un tronc d'arbre en train de flotter, et avec le manque de détails, etc., on surinterprète un peu ce qu'on voit. En tout cas, des expéditions sont organisées, ils utilisent même des hydrophones qu'ils plongent au fond du lac pour essayer de capter des sons anormaux, mais ça ne donne absolument rien. Au-delà du fait qu'une telle créature, pour se nourrir dans ce lac, ce serait assez compliqué, il y a quand même des hypothèses qui essayent d'expliquer les origines probables de cette légende. Certains parlent d'un esturgeon géant, mais bon, tout ça reste très incertain, et pour l'anecdote assez amusante, je trouve, Champ est aujourd'hui protégé par une loi locale, et grâce à sa légende, le tourisme a un peu augmenté dans le coin, il attire chaque année des curieux. Le Wood Booger en Virginie. Pour conclure ce niveau 2, dans les Appalaches de Virginie, on raconte qu'un étrange primate hante les bois. Alors il n'est pas aussi célèbre que son cousin du nord-ouest, mais il est quand même tout aussi discret, le Wood Booger. C'est un nom qui se veut à la fois inquiétant et un peu moqueur, parce qu'il vient d'une vieille expression des États du Sud pour parler d'un espèce de croque-mitaine des campagnes. Le Wood Booger, en fait, c'est un peu comme un Bigfoot, mais en version vraiment blasée. En fait, on raconte qu'on va le voir parfois errer près des potagers, il va fouiller les poubelles, il va essayer de s'incruster chez vous, mais il n'attaque jamais. Il va chipper des choses, en fait, et il va essayer de repartir comme il est venu, un peu en traînant des pieds. Mais en traînant des pieds, littéralement. Et la légende s'est tellement popularisée qu'il y a un parc d'État à Norton qui a officiellement instauré une Wood Booger Area, donc une zone de Wood Booger, un peu comme si on pouvait le trouver dans le coin. En fait, le Wood Booger, ce serait un peu comme le bahut en France, il est pris à la rigolade par les locaux, qui racontent que, au pire, si vous le croisez, il va vous regarder de façon un peu blasée, le Wood Booger, et il va continuer sa route.
On passe maintenant au dernier niveau, mais qui est quand même assez dense, les cryptides obscurs ou vraiment très obscurs dont vous avez peut-être jamais entendu parler, mais qui sont quand même hyper intéressants. Colossal Cloud dans l'Oregon. Alors, dans les années 30, plusieurs marins disent qu'ils ont vu une immense créature à la surface du fleuve Columbia, à la frontière entre l'Oregon et l'État de Washington. Là, vous allez vous dire, ok, encore un cryptide aquatique, mais vous allez voir que l'affaire est un peu plus documentée ici. Ce serait une bête énorme, longue d'au moins 12 mètres, avec une tête qui rappelle, selon les descriptions, celle d'un cheval. Ils l'ont surnommé Colossal Cloud. Les témoignages qui sont cités le plus souvent viennent d'un équipage officiel de la garde côtière qui aurait observé la créature assez longtemps pour la décrire avec justement les détails précis qu'on a. À l'époque, l'affaire elle est prise au sérieux, les journaux locaux en parlent et eh bien, ils évoquent vraiment un animal inconnu. Le cas date des années 30, mais à partir des années 50, les témoignages s'arrêtent. Il n'y a plus aucune trace de ce cryptide. Alors, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Certains chercheurs proposent quelques pistes. Peut-être que c'était un éléphant de mer désorienté, peut-être que c'était une baleine qui a été mal identifiée, ou bien un autre animal tout simplement mal identifié. En plus de ça, le fleuve Columbia, eh bien, il est grand, il est très souvent brumeux, ce qui fait qu'il y a parfois des illusions d'optique, surtout quand l'imaginaire marin peut s'en mêler. En tout cas, depuis, il n'y a plus du tout eu de témoignages autour de ce cryptide. Il a disparu, mais il reste bien présent dans notre folklore. Le Lake Worth Monster au Texas. En juillet 1969, près de Fort Worth, plusieurs témoins racontent qu'ils ont vu une espèce de créature bizarre autour du lac. Là aussi, ils la décrivent comme mi-homme, mi-bouc. Un témoin dit qu'elle a sauté sur sa voiture, un autre qu'elle a lancé un pneu sur un groupe d'adolescents. La presse s'emballe, elle en parle vraiment, on a une photo floue qui circule, et même la police se met à enquêter. Mais l'enquête ne donne rien. Et dès la rentrée scolaire, en fait, plus personne ne parle de cette créature. Les décennies passent, et en 2005, l'un de ces anciens lycéens qui a témoigné, qui est aujourd'hui bien adulte, vous vous en doutez, avoue anonymement qu'il a en fait participé à un gigantesque canular. Il était déguisé avec un masque en papier d'aluminium. Des gens font même remonter l'origine du Lake Worth Monster aux années 40, et il se trouve que George Dolan, un journaliste, a enquêté et a découvert qu'en 1947, des ouvriers du chantier naval local ont monter un espèce de canular. En fait, ils ont bricolé une chambre à air avec une poulie et une ligne de pêche pour la faire bouger de haut en bas dans l'eau et suggérer la présence d'un espèce de monstre ou d'une créature. Ça a été très relayé dans la presse. Pendant plusieurs jours, les gens ont vraiment cru qu'il y avait un espèce de monstre qui se baladait. Et ensuite, au bout de quelques jours, les ouvriers ont avoué eux aussi avoir monté ce canular, mais la rumeur a persisté pendant des décennies, et ensuite dans les années 60, on a donc eu, cette fois, un monstre bel et bien bipède, qui aurait donc été observé par des gens sur la terre ferme, et on aurait donc cette fameuse photo pour preuve. Et même le photographe à l'origine de la photo admet aujourd'hui que c'était probablement un canular. C'est une affaire qui est un bon exemple d'une légende urbaine née d'un contexte propice en fait. L'été, les rumeurs, l'amplification grâce au relais des médias, une affaire qui est très ancrée localement avec beaucoup de témoins qui étaient par exemple adolescents, etc. Et cette légende urbaine, elle continue à vivre même après les aveux des uns et des autres. Le Chunka-Warakin dans le Montana. Alors, on est dans les années 1880 dans le Montana. Les éleveurs sont vraiment sur les nerfs parce que quelque chose rôde dans les plaines et massacre le bétail. Les rares témoins parlent d'une créature un peu étrange. Elle a le dos voûté, des pattes courtes, une espèce de tête de hyène et un cri vraiment long, presque comparable à celui d'un humain. Et un jour, un certain Israel Hutchins arrive à abattre la bête. Il la fait empailler et elle est exposée pendant des décennies dans une petite boutique musée à la frontière de l'Idaho. Les visiteurs surnomment la bête le Ringdocus jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Pendant des décennies, plus personne ne peut voir l'animal, le fameux cryptide chassé. Mais l'histoire continue de circuler et en 2007, rebondissement, la créature réapparaît. En fait, elle est redécouverte dans une réserve de spécimens naturalisés. Elle est aujourd'hui visible au Madison Valley History Museum sous le nom de Chunka-Warakin, un mot soi-disant d'origine sioux, mais bon, son étymologie, elle fait débat. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qu'était cette créature, il y a plusieurs hypothèses qui tiennent la route. Un loup atteint d'une malformation, un croisement peut-être inhabituel, un hybride entre un chien et un coyote par exemple, ou simplement une taxidermie complètement ratée. En tout cas, c'est peu probable que ça soit une hyène, parce qu'aucun cirque connu n'en a perdu à cette époque dans la région, et ce type d'animal aurait eu vraiment du mal à survivre
dans les hivers du Montana. Le Pukuji dans le Massachusetts et le Delaware. Ces créatures seraient aperçues dans la forêt d'État de Freetown dans le Massachusetts. Et à force de faire circuler ces histoires, le nom de Pukuji revient. C'est un mot issu du folklore des Wampanoag et il se traduit souvent par petit homme des bois. D'après les récits traditionnels, ce sont des êtres farceurs mais dangereux. Ils peuvent devenir invisibles, se métamorphoser ou encore tirer des fléchettes empoisonnées. Et ils attireraient les gens dans les ravins et dans les marécages pour les y faire disparaître. Là, on est clairement dans des légendes issues des peuples des Premières Nations. Ça ressemble à notre folklore autour, vous savez, des petits peuples, les lutins, etc. Et ce folklore a évolué en légende urbaine autour d'un cryptide, et c'est justement ce qui rend ce cryptide intéressant. Il connaît une nouvelle popularité, notamment grâce à Internet, qui a popularisé une figure locale ancrée dans une culture très spécifique, en une créature mystérieuse qu'on pourrait croiser, selon les légendes, dans les forêts du Massachusetts. Le Nimerigar dans le Wyoming. En 1932, deux prospecteurs tombent sur une petite grotte perdue dans les montagnes de San Pedro dans le Wyoming. Ils l'explorent et font une découverte absolument troublante. Ils trouvent un minuscule corps momifié, vraiment très petit mais avec des traits humains adultes. Selon leur découverte, le corps a des dents pointues, une tête affaissée et les bras croisés. Rapidement, la rumeur enfle. Est-ce qu'on aurait trouvé la preuve de l'existence d'un peuple oublié? Chez les Shoshones, on parle depuis longtemps de l'existence des Nimerigar, de petits hommes belliqueux qui, selon leurs récits, vivaient dans les montagnes. On dit qu'ils étaient violents, capables d'attaquer avec des flèches empoisonnées, là encore, comme le Pukuji, et ils se débarrassaient même de leurs malades pour ne pas ralentir le groupe. On est en gros dans des espèces de lutins maléfiques, diaboliques, qui seraient tapis dans les hauteurs. Lorsque le corps est analysé, on parle d'un fœtus anormalement développé, mais d'autres disent qu'il pourrait s'agir d'un adulte atteint d'une forme extrême de nanisme ou bien d'un trouble génétique. Le corps va être un peu exposé pendant un temps dans un magasin du coin, c'est un peu l'attraction, la bête de foire du coin, et puis ensuite le corps disparaît. Aujourd'hui, personne ne sait où est-ce qu'il a fini, impossible de faire le moindre test ADN, et aujourd'hui, il reste donc l'histoire de cette découverte et le mythe Shoshone qui y est associé. Le skunk en Pennsylvanie. Alors c'est peut-être le cryptide le plus triste de tous en vrai. Le skunk, ce serait une créature forestière laide, mais laide, tellement laide qu'elle aurait conscience du fait qu'elle est moche et qu'elle pleure en permanence. Sa peau serait couverte de verrues, de pustules, et si on l'attrape, eh bien, elle fondrait littéralement en larmes. Alors le skunk apparaît pour la première fois dans un livre satirique de 1910. En fait, le livre, c'est un bestiaire qui se veut absurde et qui imagine un peu des monstres de l'Amérique profonde. C'est donc un cryptide qui est né d'une blague, mais qui a fini par s'installer dans les imaginaires. Le Minnesota Iceman entre le Minnesota et le Texas. À la fin des années 60, un certain Frank Hansen se balade dans les foires américaines avec une drôle de caisse frigorifiée. À l'intérieur se trouve ce qui ressemble à un hominidé congelé, poilu, les yeux révulsés, et il l'appelle le Minnesota Iceman. Pour $1, vous pouviez aller le contempler à travers la glace. Deux cryptozoologues, Bernard Evelsman et Ivan T. Sanderson, se déplacent. D'abord, ils pensent à un néandertal, voire à un chaînon manquant. Mais très vite, d'autres soupçonnent une supercherie. Il y a même des représentants du FBI et des douanes américaines qui s'intéressent à l'affaire, et là, en fait, à un moment donné, le spécimen disparaît. Hansen revient un peu après avec un autre corps qui est visiblement identique, mais à l'aspect beaucoup plus plastique. Il fait vraiment beaucoup plus faux. Et pour beaucoup, en fait, Hansen a simplement remplacé le premier modèle par un mannequin en latex, histoire de calmer les autorités, ou bien parce que le premier était déjà un faux trop convaincant qu'il voulait protéger. Les hypothèses fusent un peu, on n'a jamais eu la vérité par rapport à ça, mais dans les faits, tout porte à croire qu'on a surtout affaire à une des meilleures arnaques du siècle en ce qui concerne la cryptozoologie. Les Moon-Eyed People dans les Appalaches. Alors ils sont dans la case cryptide, mais à l'origine, dans les montagnes des Appalaches, les Cherokees racontaient l'existence d'un peuple étrange. Des êtres à la peau pâle comme la lune, aux yeux si grands qu'ils étaient très sensibles à la lumière, ce qui faisait qu'ils ne sortaient que la nuit. Ils les appelaient les Moon-Eyed People. Selon les récits, ils vivaient dans des cavernes, fuyaient la lumière du jour, et auraient été chassés lors de l'arrivée des ancêtres des peuples des Premières Nations dans la zone. Avec le temps, le mythe a été récupéré, et plusieurs versions existent autour de ces Moon-Eyed People. Le plus probable, c'est que cette légende provient d'un mélange de traditions orales, de malentendus et de réinterprétations.
Mais comme souvent dans ce genre d'histoire, c'est justement ce flou qui nourrit l'imaginaire et qui fait vivre le mystère. L'Underwater Panther en Amérique du Nord. Chez les tribus algonquiennes et iroquoiennes, il y a un être sacré qu'on ne voit jamais, mais que l'on craint profondément. La panthère aquatique, l'Underwater Panther. C'est une créature qui, dit-on, vivrait sous les rivières, dans les profondeurs invisibles des lacs sacrés. Elle serait mi-félin, mi-serpent, et elle serait souvent associée aux forces du chaos. Alors là aussi, vous l'avez compris, on n'est pas vraiment dans un cryptide au sens zoologique. En fait, elle fait partie de leur système de croyances, au même titre que le tonnerre ou l'arc-en-ciel. Mais j'ai choisi de vous en parler parce que cette panthère est un bon exemple de ce qu'on appelle un cryptide totem, une créature protéiforme qui est aussi bien un animal inconnu que le gardien d'un lieu sacré et également un symbole puissant dans un paysage spirituel pour ceux qui y vivent. On est donc face à quelque chose de protéiforme et dans leurs croyances, cette panthère représente une frontière entre le monde visible et le monde caché, à la croisée du mythe, du territoire et du sacré. Le Piazza Bird dans l'Illinois. Alors celui-ci, je l'adore. En fait, sur une falaise qui surplombe le Mississippi près d'Alton, dans l'Illinois, des explorateurs français au XVIIe siècle découvrent une immense peinture rupestre. Elle représente une bête mi-oiseau, mi-serpent, avec des cornes et des crocs. Les peuples locaux l'appelaient Piazza, une créature mythique qui dévorait les hommes. En 1673, le père Marquette en parle et les versions divergent. Certains y voient une divinité, d'autres un avertissement. La peinture d'origine a été effacée, mais elle a été reconstruite sur la base de ces fameux récits européens. En tout cas, le récit s'inscrit dans un folklore plus large, où l'art rupestre devient une espèce de support à la peur et à l'inconnu. En fait, ce serait peut-être le plus ancien cryptide, puisque certains le rangent dans la case cryptide. Et je le trouve très intéressant parce qu'on est vraiment dans une créature à la croisée des cultures et qui est réinterprétée justement quand les explorateurs français le découvrent. Donc d'une certaine façon, je trouve qu'on est vraiment dans le prototype du cryptide. Entre la légende, la rumeur et cette trace qui nous dit c'était un animal mythologique, mais peut-être que pour eux, à l'époque, c'était une représentation de quelque chose qu'ils ont réellement vu et dont les traits ont peut-être été exagérés ou altérés. L'Odaak dans le Wisconsin. À la fin du 19e siècle, un certain Eugene Shepard se fait connaître pour avoir capturé une bête sortie des enfers. Son dos est recouvert de pics, elle a des cornes torsadées, une haleine de soufre, et il la présente dans des foires enfermée dans une cage sous les yeux ébahis du public. Sauf que très vite, sa combine est découverte. En fait, le monstre, c'était simplement une sculpture qui était articulée à la main. Un pur canular, mais parfaitement assumé et reconnu. Aujourd'hui, ce Odaak est devenu la mascotte de Rhinelander et il trône fièrement sur les panneaux de la ville. En tout cas, historiquement, c'est un des premiers canulars reconnus de la cryptozoologie. Le jackalope dans l'ouest des États-Unis. Alors, c'est un lapin avec des cornes d'antilope. Le jackalope donc. Il apparaît dans les années 30 et comme vous pouvez le voir à ses apparences un peu grotesques, en fait il s'agit tout simplement de montages réalisés par des taxidermistes américains qui s'amusaient un petit peu à coller des boîtes cervidés sur des lièvres empaillés. C'était une blague qui a quand même bien marqué l'histoire, mais le détail intéressant c'est qu'il y a un fond de vérité derrière cette farce parce que certains lièvres, atteints par une forme rare de papillomavirus, développent de vraies excroissances osseuses sur la tête, qui peuvent être parfois impressionnantes. De quoi évidemment semer le doute et nourrir une légende. C'est un bon exemple d'un canular folklorique qui devient donc une tradition locale. Les gobelins d'Hopkinsville dans le Kentucky. Alors c'est l'une des affaires les plus étranges et les plus emblématiques de l'Amérique rurale, souvent rangée dans la case ufologie, mais également considérée comme un cas de cryptide. On est en août 1955 dans une ferme isolée près de Hopkinsville. Une famille débarque au commissariat complètement paniquée. Selon eux, de petites créatures brillantes avec de grandes oreilles pointues auraient rôdé autour de leur maison. Ensuite, ils auraient même marché sur le toit de leur maison et ils auraient résisté à des rafales de fusils pendant toute la nuit. Selon les témoignages, les créatures flottaient parfois dans les airs et avaient vraiment l'air d'être insensibles aux balles. La police se rend sur place, l'armée aussi, mais sur le terrain, ils ne trouvent aucun indice concret. L'affaire elle est vraiment très relayée dans la presse et très vite on parle de goblins, de gobelins à cause des descriptions. Ce récit devient quand même au final assez culte, et pour certains ufologues, ce serait même un cas classique d'enlèvement extraterrestre mal interprété ou bien déformé avec le temps. Côté sceptique, plusieurs pistes sont d'abord explorées, et une hypothèse revient souvent, celle d'un malentendu
totale. Il considère que les témoins sont honnêtes, mais il faisait nuit noire, les témoins étaient très probablement stressés, tendus, et il pense que des hiboux grands-ducs, avec leurs grandes ailes, leurs yeux brillants et leur vol assez silencieux, auraient pu déclencher cette panique. Ce qui est sûr, c'est que ce cas a laissé une trace durable, ce cas est encore même raconté en cas à part, notamment dans l'ufologie, et comme souvent avec ce genre d'affaires, il est possible qu'il y ait eu un vrai événement mal interprété ou surinterprété, mais ce sont les récits qu'on en a fait qui ont créé la légende. Et comme j'aime à le rappeler, ne serait-ce que pour les témoins, de toute façon, ces cas il faut les entendre, il faut les prendre au sérieux, et il faut essayer, si possible, de recueillir assez d'informations pour lever les doutes raisonnables et rassurer les témoins sur ce qu'ils ont pu vivre, parce que ces expériences peuvent être parfois très traumatisante. Le Van Meter Visitor dans l'Iowa. Alors, franchement, celui-là, on dirait une scène dans un comics ou un film d'aventure fantastique. On est en septembre 1903 dans la petite ville de Van Meter dans l'Iowa. Pendant plusieurs nuits d'affilée, il va y avoir une série d'apparitions qui plongent la population dans l'inquiétude. Ça commence avec un homme d'affaires du coin qui aperçoit une espèce de gigantesque forme ailée perchée sur un bâtiment qui projette une espèce de lueur étrange depuis sa tête, un peu comme un projecteur. Il a un peu paniqué, réflexe normal, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de tirer dessus, la créature s'envole, et là il y a d'autres témoins, dont un banquier, un médecin et un directeur d'école, qui rapportent des faits similaires. Selon les témoignages, la créature mesure environ 3 mètres, elle a des ailes de chauve-souris, elle dégage une odeur absolument nauséabonde, elle pue, et surtout, elle émet un fameux faisceau de lumière, depuis ce qui ressemble à une sorte de corne frontale. Oui, c'est la description qui en est faite, et à partir de ce témoignage, on a même quelques illustrations imaginées. À un moment donné, elle finit par être aperçue en duo avec une seconde créature, et toutes les deux sont traquées et finissent par se réfugier dans une ancienne mine désaffectée à la sortie de la ville. Là, les habitants se rassemblent devant, avec des armes, et ils tirent en direction de la mine pendant des heures. Le matin suivant, ils inspectent la mine, mais les visiteurs, ces fameux visiteurs comme ils les nomment, ont disparu. L'affaire va être discutée dans la presse régionale et les témoins sont considérés comme crédibles et identifiés par leur nom et leur métier. Les témoignages qu'ils donnent sont cohérents entre eux. Alors, qu'est-ce que ça pouvait être? Parce que clairement, cette histoire de projecteur, là, d'espèce de rayon laser qui sort de leur front, de leur corne, bon, ça fait quand même lever un sourcil. Et bah, le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, à la lumière des informations disponibles, on en sait pas plus. Les Fresno Nightcrawlers en Californie. Alors, il a une drôle de tronche, ce cryptide, enfin, façon de parler, hein, parce que le monstre de Fresno, aussi appelé Nightcrawler, ne ressemble à absolument rien de connu. En fait, en 2007, un habitant de Fresno diffuse cette vidéo prise par sa caméra de surveillance, selon lui. On y voit cette créature avec 2 longues jambes, pas de bras, pas de buste. En fait, on dirait un espèce de pantalon géant qui se déplace et qui vit sa meilleure vie. Très vite, le Nightcrawler va devenir un cryptide, même un mime sur internet. Il va être repris à toutes les sauces. Et en 2012, le vidéaste Captain Desillusion montre qu'un simple trucage, en fait, suffit à recréer cet effet. Mais c'est pas grave, il a beau casser la magie, la légende, elle est lancée. Le cryptide va être transformé en créature mignonne et bienveillante. Et de tous les cryptides de l'ère numérique, j'ai pris cet exemple parce qu'il est assez emblématique. Et c'est un bon exemple de comment est-ce que ces légendes urbaines autour des cryptides s'adaptent à nos nouveaux médias et ne s'arrêtent pas avec l'apparition d'Internet, bien au contraire. En plus, si la plupart des cryptides sont plutôt effrayants sur Internet, celui-ci se veut gentillet, comme une petite farce adorable. Le Crawfordsville Monster dans l'Indiana. On est en 1891 dans la petite ville de Crawfordsville et plusieurs habitants déclarent qu'ils ont vu une chose absolument énorme flotter dans le ciel. Une espèce de masse blanche, sans tête, mais avec des tentacules qui s'agitent et surtout un œil rouge. La créature se déplace dans le ciel, elle n'a pas d'aile, elle se déplace dans le silence. Il y a même 2 employés municipaux qui disent qu'elle a survolé leur calèche et ça les a vraiment terrifiés. Très vite, les journaux s'emballent, on parle d'un monstre aérien qui hanterait tout le Midwest, et ce témoignage revient pendant plusieurs nuits d'affilée. Sauf qu'il n'y a aucune attaque. En fait, ils ne font que constater ce monstre géant, comme ils l'appellent, qui se déplace dans le ciel. Avec le temps, des enquêteurs pensent que les témoins auraient vu une espèce d'illusion causée par un banc de brouillard illuminé par des lampes à arc d'une usine locale. Les mouvements et ces tentacules seraient dus au courant d'air et à la diffraction de la lumière. Alors j'aime beaucoup ce cryptide, ce cas-là, parce qu'on serait encore une fois dans une illusion d'optique pure,
mais je trouve que les visuels imaginés par les gens à partir des témoignages donnent presque un côté horreur cosmique à ce cryptide. Le Slide Rock Bolter dans le Colorado. Alors, c'est le dernier cryptide de cet iceberg, et ce serait une créature gigantesque qui vivrait en haut des montagnes du Colorado. Elle serait accrochée au sommet avec des crochets naturels, et elle attendrait que des groupes de touristes s'aventurent sur les sentiers pour se laisser glisser sur eux à toute vitesse, gueule ouverte, comme sur l'illustration, avant de remonter tranquillement à son perchoir en attendant les suivants. Bon, cette créature, elle a absolument jamais été prise au sérieux, elle a été inventée au 19e siècle par des forestiers comme une espèce de blague pour critiquer le tourisme de masse et la dégradation de la nature à l'époque, mais je trouvais quand même son apparence et son concept assez sympa, donc j'avais envie de conclure sur cette touche légère en vous la partageant. J'ai laissé de côté beaucoup de cryptides qui ressemblent au Bigfoot, également beaucoup de cryptides aquatiques, où c'était souvent un peu les mêmes histoires et les mêmes descriptions. Maintenant, si vous souhaitez un peu creuser avec des livres par exemple, alors c'est pas du tout exhaustif, je vous conseille du Yeti au calmar géant. C'est une belle porte d'entrée au format beau livre, en plus il est vraiment bien illustré, évidemment bien sourcé. Côté témoignage, j'en ai déjà fait une vidéo, mais Yeti du mythe à la réalité de Ronald Messner, qui vous met vraiment au contact de quelqu'un qui dit avoir observé un cryptide et qui va essayer d'enquêter pour comprendre ce qu'il a vu. Ce livre très intéressant de Bernard Welsmans, qui est docteur en sciences zoologiques et qui est considéré comme l'un des fondateurs justement de la cryptozoologie, sur la piste des bêtes ignorées, c'est vraiment un livre assez intéressant qui est à la frontière pour comprendre justement l'idée de ces recherches qui essayent d'être faites sérieusement, sans ridicule, à une époque où ces recherches c'était une vraie aventure sur le terrain. Côté livres anglophones dans lesquels j'ai abondamment pioché pour m'aider à concevoir cet iceberg, The United States of Cryptids, qui est vraiment très sympa et très bien raconté, très documenté. Et un grand classique de Loren Coleman, Mysterious America, c'est vraiment un folkloriste et quelqu'un qui a fait son petit nom dans la cryptozoologie. On nage beaucoup des fois entre légendes urbaines, rumeurs, etc. Mais c'est quand même une lecture assez intéressante si le sujet vous intéresse. Voilà. On est donc au bout de notre plongée dans l'iceberg des cryptides américains. Ces créatures n'ont jamais franchi la porte des laboratoires et les preuves autour se font bien maigres, mais ce qu'on a quand même, ce sont des milliers de témoignages, parfois des empreintes, parfois des photos douteuses, et même parfois des aveux de canulars savamment orchestrés. Et pourtant, ces histoires traversent les siècles, peut-être parce qu'elles donnent un visage à ce qui nous échappe. Parce que les cryptides, que ce soit considérés comme des gros malentendus ou des affaires encore un peu mystérieuses parfois, eh bien, ils incarnent ce doute. Ils ont une vraie influence dans certaines cultures, donc je trouve ça très enrichissant de s'attarder sur ces cas et de voir comment est-ce qu'ils prennent vie dans nos imaginaires. Est-ce que vous avez un cryptide préféré? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, déjà n'hésitez pas à me le dire, parce que j'aimerais bien faire par exemple l'iceberg des cryptides français, alors très inspiré de nos anciennes légendes que j'ai pu parcourir, si vous avez vu mes aventures sur le terrain, centré sur les folklores locaux, départementaux et parfois régionaux en France. C'est un format que j'ai adoré faire et que j'aimerais bien continuer. Et je me dis qu'un iceberg justement qui reprendrait certaines figures de ces vidéos mais également d'autres pourrait être vraiment intéressant. Pareil, c'est un test, donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir, à partager la vidéo, c'est important, parce que des formats aussi longs, franchement, je sais pas du tout si ça va plaire sur cette chaîne, mais voilà, ça me faisait plaisir de le faire, donc je voulais tester, le partager avec vous, voir si ça vous plaît. Enfin, spectateur de passage, abonné ou membre, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir passé ce long moment à mes côtés. Pour ceux qui me suivent en direct, je vous souhaite un bel été. Je vais pas faire une énorme pause, mais je vais prendre 2-3 semaines pour préparer la suite, préparer des grosses vidéos, et j'ai également des tournages sur le terrain qui prennent du temps. D'ici là, je vous laisse avec toutes les vidéos déjà sorties, et surtout, je finis là-dessus quand même, mais si vous découvrez la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, et que le ton vous plaît, n'hésitez pas. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. C'était Sylar, salut!